Vous êtes l'auteur de plusieurs livres, dont Enlil, le roi des dieux, mythe des origines de la littérature sumérienne, Enuma, je ne sais pas si je les prononce correctement, Enuma Elish, la Genèse babylonienne, dictionnaire C'est correct. illustré des... OK, merci. Dictionnaire illustré des divinités et des symboles de la Mésopotamie et Ninurta, portrait d'un dieu mésopotamien. Est-ce exact toujours? Vous en avez 5 présentement? C'est ça, c'est ça. Et vous avez fait un sans faute. Merci, d'accord, heureuse fiou. J'ai tellement de questions à vous poser, mais la première serait pourquoi cet intérêt à ce genre de messages sur ces tablettes sumériennes, dans cette langue sumérienne? Pourquoi cet intérêt-là? Y a quelque chose qui a déclenché cet intérêt-là dans votre vie? Oh là, c'est vieux, on va remonter loin. Je vais essayer de m'allonger alors, Carole. C'est l'histoire d'un petit garçon qui allait à l'église avec sa grand-mère et qui voyait des fresques sur les murs qui racontaient des histoires. Oh. Et le petit garçon en question, il ne comprenait pas toujours les histoires qu'il y avait sur ces murs. Et un jour, le prêtre de l'église lui a dit, écoute, si tu veux comprendre ce qui a marqué là-dessus, il faut que tu lis l'Ancien Testament. Donc le petit garçon, il a grandi, et puis il s'est mis à lire donc l'Ancien Testament, et puis en lisant l'Ancien Testament, finalement, il s'est rendu compte qu'il y avait plein de questions qui lui sont venues à l'esprit. Et pour comprendre un peu plus toutes ces questions, il a voulu comprendre d'où était l'origine de cette culture. Et il s'est rendu compte que c'était en Mésopotamie. Et donc, pour la Mésopotamie, après, j'ai fait un saut de puce et je me suis mis à apprendre l'écriture cunéiforme, notamment l'akkadien et le sumérien. Donc, dans un premier temps, comme autodidacte. Et puis très vite, je me suis rendu compte des limites du fait d'apprendre tout seul et j'ai dû suivre un parcours universitaire avec une spécialisation dans la langue sumérienne. Donc, ce qui m'a permis d'étudier un peu plus en détail, on va dire, la culture mésopotamienne et donc toute la mythologie que connaissaient ces peuples, à savoir les Sumériens, les Akkadiens, les Babyloniens. Et donc, ça m'a permis de pouvoir répondre à certaines questions que j'avais quand j'étais plus petit. Voilà. Parce que je trouve ça extraordinaire. Vous êtes peu nombreux à utiliser à suivre ces cours-là parce que vous avez fait de l'université, en fait, pour... De façon plus commune, on va entendre parler de Zecharia Sitchin, mais moi, je sais qu'il y a certaines traductions, si c'est la totalité qu'il a faite, je sais qu'il y a des traductions qui étaient erronées dans les informations qui étaient données. Je sais que vous avez donné pas mal, j'ai écouté les extraits que vous avez produits sur YouTube. Magnifique, d'ailleurs. Oui, il y a du stock en tabarouette là-dedans. Oh, oui. C'est très profond. Moi, j'aurais une question pour vous, M. Galador, avec ce que vous avez comme recherche et comme compréhension et potentiellement prise de conscience. Vous pensez de quoi de la théorie de l'évolution humaine? Quand vous parlez de la théorie de l'évolution humaine, vous parlez de quelle théorie au juste? Celle de Darwin. Oui, c'est l'officiel. Oui, c'est ça, mais c'est parce que, à quelque part, ce que vous nous mentionnez avec les Anunnaki, avec l'histoire Enki, Enlil, Oui. ça laisse présager que l'humanité a été créée par une autre espèce et non pas une évolution à partir du singe. Ok, voilà. Ce qu'on nous je rappelle comprends. aussi au niveau de la Bible, que c'est une création divine et non pas une création totalement au hasard. Oui, ok, d'accord. Ok. Donc, oui, effectivement, vous avez raison, dans la mythologie, enfin, du moins, la culture sumérienne, il est vrai que l'homme a été créé, on va dire, à partir des fameux Anunnaki. Donc, ils les ont créés, les Anunnaki ont créé l'homme dans un but bien précis. À la base, c'est qu'ils avaient besoin d'esclaves, afin de répondre à leurs besoins primaires, à savoir bénéficier de la nourriture,
Ils avaient besoin d'esclaves pour construire aussi leur temple, etc., etc. Donc oui, ça, c'est un fait. On retrouve on va dire, cette idée de l'homme esclave, soit donc dans la culture sumérienne, mais ensuite elle est transmise chez les Akkadiens, les Babyloniens, etc. Donc c'est vraiment, on va dire, si vous voulez, la religion de la Mésopotamie pendant plus de 3000 ans, quoi. Oui, oui, effectivement. Ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait. Donc maintenant, il faut savoir aussi que, en termes de création humaine, vous avez plusieurs, on va dire, ça s'est pas fait en une seule fois, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, non, je suis suffisamment connaissant pour savoir ce que vous en allez là-dessus, mais je vous laisse aller. Oui, il y a eu plusieurs versions. Okay. Je vais dérouler. C'est-à-dire que vous avez, donc en fonction de la ville qui se trouvait à l'époque, que ce soit par exemple la ville d'Eridu, qui était la ville d'Enki, vous allez avoir Enki qui va faire qui va créer ses propres hommes. Vous avez aussi Enlil à Nippur, qui va lui aussi, notamment dans l'hymne à Laou, créer lui de son côté les têtes noires, ce qu'on appelle, c'est-à-dire les Sumériens. Donc on va retrouver, on va dire ça au fur et à mesure, quoi. Donc il faut vraiment comprendre que en termes de création humaine, il n'y en a pas eu une seule. Il y a vraiment eu plusieurs étapes dans la culture mésopotamienne. Effectivement, comme il y a eu... Voilà, et il y a une grosse différence aussi entre ce que j'appelle moi la culture, on va dire, sumérienne et celle sémitique. Donc quand je parle de sémitique, j'entends par là Babylone. C'est-à-dire que pour les Sumériens, l'homme a été créé à partir de la glaise, alors que pour tout ce qui est, on va dire, babylonien, on utilise le sang. On mélange parfois avec de la glaise ou directement à partir du sang utilisé d'un dieu qu'on a sacrifié pour l'occasion, quoi. Mais ça c'est une représentation symbolique ou une représentation physique de ce qu'ils ont fait? Parce que, tu sais, si, mettons, je prends en considération le sang, si le sang est rouge, potentiellement, on est en train de parler de fer. Si on utilise la glaise, donc il y a des minéraux naturels qui se retrouvent dans la terre qui sont primordiaux. Est-ce qu'on fait référence à ça symboliquement ou c'est quelque chose vraiment tel quel comme c'est prononcé? Ouais, ça c'est une bonne question. Alors en gros, si vous voulez, donc le symbole de la glaise, c'était à l'époque le symbole de fait de rattacher l'homme à la planète. OK. Alors que les Babyloniens, eux, ils ont rajouté quelque chose d'autre qui était le sang d'une divinité. Alors dans l'Enuma Elish, on va sacrifier la divinité Kingu, qui était, on va dire, le bras droit de la déesse primordiale Tiamat. Qui, elle, qui avait donc combattu les Anunnaki. Et suite à leur défaite, donc Marduk, qui était le chef de file donc, des Anunnaki, va demander à ses congénères qu'est-ce qu'ils voudraient faire. Et donc les Anunnaki demandent à créer les premiers hommes. Et donc pour ça, ils vont sacrifier donc Kingu et ils vont récupérer son sang. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour les Babyloniens, si dans l'homme, dans l'humanité, il y a une trace, on va dire, de mal ou de quelque chose qui est négatif, ça vient forcément, on va dire, de ce sang qui vient de cette divinité Kingu, qui était une divinité, on va dire, entre guillemets, néfaste, qui était contre les Anunnaki. OK. Comme un code erroné génétique? Oui, on peut imaginer ça comme ça, oui. C'est une façon de voir les choses. Oui. C'est fort, moi je trouve ça fort intéressant, justement, le fait dans vos études, la plus vieille tablette qui aurait été trouvée à date, ça date de quand? 4000 ans, 5000 ans avant Jésus-Christ à peu près? L'écriture cunéiforme, donc l'écriture sumérienne, c'est moins 3500 avant Jésus-Christ. C'est quand même, là. Ouais, ça remonte. Ben oui, je trouve ça, c'est vraiment très impressionnant. Mais je ne sais pas comment, parce que j'ai vu aussi sur une des vidéos que vous avez faites avec, je ne me souviens pas de son nom, c'est Julie quelque chose. Oui, Julie Couvreur. Oui, c'est ça, exactement. Et j'ai vu là-dedans aussi que en fait, la cunéiforme,
cunéiformement parlant. Ça se dit-tu? Je viens-tu d'inventer un mot? C'était comme du dessin, mais qui ont modifié le lettrage pour que ça devienne plus un petit peu incohérent ou plus difficile à décoder, si j'ai bien compris, là. Disons que l'écriture cunéiforme a eu une évolution, car ça s'étonne, comme je vous disais, sur plus de 3000 ans. Il faut savoir que le sumérien, par exemple, était parlé jusqu'à plus ou moins 2000 avant Jésus-Christ. C'était donc une langue qui était disponible. Et à la chute de la troisième dynastie d'Ur, le sumérien va disparaître et il ne sera utilisé en fin de compte que comme le latin durant notre Moyen Âge, si vous voyez. OK. Donc ça va être encore utilisé par les Babyloniens, par exemple, ou les Assyriens, mais comme une langue savante. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sumérien, entre le sumérien que vous avez eu, donc qui était parlé, et le sumérien qui va être au premier millénaire, vous allez avoir donc une évolution dans la langue, mais aussi dans le graphisme de l'écriture cunéiforme. Mais c'est plus facile à comprendre, je pense, avec le graphisme qu'avec le lettrage tel quel. Mais en tout cas, moi, pour ma part, là, parce que je ne sais même pas comment vous venez à bout de comprendre tous ces signes-là, des bords avec des triangles. Pour moi, c'est... Oui, vous avez plusieurs. C'est ce que je vous disais, c'est que dans un premier temps, vous avez donc votre signe. Vous allez ensuite donner, on va dire, vous allez essayer de trouver le son du signe. Okay. Et puis vous allez l'écrire ensuite avec notre alphabet à nous. Et à partir de là, vous avez une deuxième étape. Une fois que vous avez fait donc toute la translittération, c'est ce passage-là, donc du signe cunéiforme aux lettres modernes. Donc là, vous allez avoir votre phrase qui va être écrite comme aujourd'hui. Et il y a ensuite un découpage grammatical qui s'opère. Donc c'est là qu'on retrouve la base verbale de la base nominale. Okay. Et à partir de là, on commence à traduire en français, en anglais, en allemand, en italien. Donc il y a 3 étapes, il y a 3 grosses étapes. C'est combien de temps d'études, ça, pour être capable de tout comprendre ce langage-là? Universitaire, je veux dire. C'est pas mal. C'est pas mal. Moi, je sais que d'un point de vue tout seul, j'ai bien mis 4-5 ans à étudier chez moi. Okay. Donc, j'avais demandé à l'époque au professeur Pascal Heitinger de Berne et Jacob Dahl d'Oxford de m'envoyer toute la documentation nécessaire. Et après, j'ai fait une spécialisation, donc, comme je disais, à l'université de Strasbourg, donc dans cette langue. Et ça demande pas mal de temps, quoi. Ben oui, est-ce que c'est seulement que l'écriture, mais est-ce que la langue sumérienne est aussi étudiée en quelque sorte, ou parce que c'est une langue qui est carrément morte, là? C'est une langue, oui, c'est une langue morte, donc vous étudiez cette langue, mais on est très dépendant de l'acadien finalement, parce que si vous voulez, ce qu'on sait des Sumériens, on le sait grâce aux Acadiens. Donc on passe par le prisme de la langue acadienne. Donc en fin de compte, c'est toujours des sauts de puce, si vous voulez, d'une culture à une autre. OK. Mais est-ce que vous le parlez, cette langue-là, acadienne? Non. Difficilement, je peux trouver quelqu'un avec qui parler. Non, je ne parle pas, non, je le traduis, mais on peut s'amuser, si vous voulez, à faire des phrases. Mais ben oui, j'aimerais ça entendre de quoi ça a l'air. Admettons, vous écoutez présentement Zone Parallèle, ça a l'air de quoi? C'est les mots que on pourrait dire Nina New, qui voudrait dire ma maîtresse, qui a gagné, qui voudrait dire ma bien-aimée, ma maîtresse bien-aimée dans ces cas-là. Ou vous pourriez dire, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'assez simple, Lugalani, ça voudrait dire son roi, Munadou, ce qui voudrait dire il a construit, et Kur, ça veut dire le temple Kur, le temple de la montagne. Tabarouette, c'est du gna-gnou, gnou. Oui, c'est la sonorité des mots puis des... Oui, il y a des sonorités qui sont assez particulières parce que, à la différence c'est ce que je dis, des langues sémitiques comme l'acadien, le babylonien, l'assyrien, qui sont des langues qui sont proches, le sumérien est une langue qui est totalement indépendante.
Donc, il OK. n'y a aucun point de rattache avec les autres langues. Donc, c'est pour ça que vous avez des sonorités qui sont assez particulières. Oui, parce que je pensais, moi, que ça avait un lien avec la langue, mettons, plutôt arabe. Parce qu'il y a des. Parce que Oui, c'est bien ça. Oui, vous avez des langues il y a des mots arabes, mais qui proviennent plutôt, on va dire, des langues sémitiques, donc c'est-à-dire plus proches du babylonien. Par contre, alors si, oui, vous avez le mot sélim, qui veut dire santé en sumérien, et puis vous avez en arabe, vous allez avoir salam. Ah, ben oui. Ben oui. Selim ou salam? Salam alaikum, Oui. c'est en gros, je vous donne, je vous apporte la santé, c'est quelque chose de. Donc, et en sumérien, c'est Selim, c'est tout ce qui est lié à la santé aussi. Alaikum salam aussi. Donc, il y a sûrement eu des passerelles ensuite avec l'acadien, etc. Et c'est arrivé jusque là, quoi. Eh bien, tabarouette. C'est parce que, dans le fond, ben Steve, tu voulais dire quelque chose? Moi, je me demandais l'hébreu et l'araméen et où à travers tout ça. Ben, ça se rapproche. C'est des ponts, comme je vous dis, c'est des langues sémitiques. Mm-hmm. Donc, moi, je suis pas spécialiste, honnêtement, de ces langues-là de l'hébreu, surtout de l'ancien hébreu, mais je sais qu'il y avait des ponts qui se faisaient, notamment avec les Perses, ou même ne serait-ce qu'avec les Babyloniens, car que les anciens Hébreux avaient été capturés en 592 avec la chute du Temple par les Babyloniens, et puis ils avaient été ramenés à Babylone, et donc automatiquement, il y a eu une influence babylonienne dans la langue hébreu. Ben, c'est tout ça parce que, en fait, la Syrie, l'Irak, la Turquie, l'Iran, c'est tous des secteurs où est-ce que tout ça s'est produit, en fait, où est-ce qu'il y avait le secteur, on va dire, où tout ça s'est produit. Donc, c'est comme aujourd'hui, comme vous aviez dit tantôt, c'est comme le latin. Tu viens de perdre ton latin, là. C'est une langue de référence pendant longtemps. La royauté communiquait en latin parce que justement, le commun des mortels ne parlait pas le latin et ne le comprend pas non plus. Oui. C'est vrai aussi. Puis c'était considéré aussi comme une langue, on va dire, noble, qu'il fallait maîtriser si vous y étiez un érudite. Et finalement, c'est ce que je vous disais avec le sumérien, c'était pareil, parce qu'au premier millénaire, vous aviez encore des textes bilingues. Donc, par exemple, vous avez en langue assyrienne, et puis à côté, vous aviez la traduction en sumérien. Tabarouette. Mais aussi, les Anunnaki, pour eux, là, c'est un groupe de dieux, ces personnages-là. Le contact se fait comment? Est-ce que c'est les Babyloniens qui les ont représentés comme des dieux ou eux se sont présentés comme des dieux? Oui, c'est ça que c'est deux choses complètement. Et là, la question vraiment intéressante, Steve, c'est un peu comme ça que je voulais dire. Disons que les Babyloniens, ils ont hérité, on va dire, de la culture akkadienne et sumérienne, qui était déjà bien ancrée. C'est ce que je vous disais, déjà vers 3500 avant Jésus-Christ, on a des traces écrites de ces divinités-là, qui étaient où il y a des tablettes administratives qui nous permettent de voir qu'il y avait des dons qui étaient faits à ces divinités-là dans leur temple. Donc, il faut savoir que c'était vraiment leur religion et que la société sumérienne ou mésopotamienne en règle générale, tout tournait autour du temple. Donc, que ce soit les ziggourats ou même tout leur sanctuaire. Peut-être que maintenant on a du mal à comprendre ce qu'était la religion à cette époque-là, mais c'était vraiment ancré dans la société de tous les jours. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'avait plus touché quand j'avais commencé à faire ces études-là, c'est que les cultures donc mésopotamiennes ne faisaient pas de différence entre le mot temple et maison. Le mot et finalement, c'est pour eux, ça veut dire maison. Donc quand ils allaient dans le temple, par exemple, de la déesse Inanna ou d'Enlil, c'était la maison du dieu, quoi. Donc il y avait à l'intérieur, vous aviez donc la partie qui était réservée, voilà, pour faire les offrandes. Donc tout le monde pouvait y accéder. Mais en plus, vous aviez aussi les chambres privées de la divinité. Vous avez les cuisines, vous aviez tout ce qui était stocké. C'était quelque chose d'énorme, quoi. Il fallait pas juste penser juste comme nos petites églises que nous avons maintenant, où c'était juste le lieu où on pouvait prier, etc. Non, c'était vraiment des complexes avec
avec énormément de monde à l'intérieur, et c'était une petite ville dans la ville, quoi. Là, on va devoir faire une courte pause, mais ma prochaine question au retour de la pause. J'en ai d'autres, moi aussi. Oui, c'est ça, mais une entre autres. Je veux savoir l'apparence qu'avaient les Anunnaki selon les écrits. Puis, Hey, arrête donc de lire dans mes pensées. c'est T'es en ça train que de me t'allais voler des dire. questions, là. Ça marche pas, là, Carole. M'a coupé le canal, là. Non, mais sérieusement, là, je me suis tapé les vidéos, toutes les vidéos que je pouvais, où est-ce qu'on entend Louis, puis je trouve ça tellement intéressant. Ben, c'est parce que moi, en plus, j'ai tout le bagage de Curiosity Chin, Oui. la 12e planète et compagnie. Fait que, tu sais, c'est le même sujet. Mais il y a des trucs intéressants. Puis je vais poser des questions après la pause. Ben oui, fais donc ça. Ah, donc, restez là pour la suite qui va être très intéressante parce que, comme vous pouvez voir, on a plein de questions intelligentes et intéressantes à poser C'est un sujet à vraiment M. très Galador. élaboré. Oui, restez là, on revient tout de suite après. Ôtez-vous de là. CJMD 96.9. 96.9. Tu aimes le plein air, le ski, le snow, le ski de fond, le hors-piste et les glissades? Le mont Hadstock, situé à 10 minutes de Thetford et à 1 heure de Québec, offre une panoplie de sports d'hiver. L'ambiance, les conditions de glisse, la quantité impressionnante de neige et les après-ski festifs sont les points forts de la montagne. Nous vous invitons à aller découvrir cette merveilleuse montagne qui fête ses 70 ans cette année. Pour plus d'informations, monthadstock.ca. Pour une savoureuse poutine débordante de fromage, c'est toujours la Fromagerie Victoria. Fromagerie Victoria, c'est aussi de délicieux desserts glacés. Venez déguster nos saveurs de crème glacée différentes à chaque semaine. De plus, nos copieux déjeuners sont toujours aussi en demande. La Fromagerie Victoria, c'est la sortie idéale en famille. Maintenant, 5 succursales pour vous servir: Bouvier, Lévis, Saint-Nicolas, Beauport et Galerie de la Capitale. Suivez-nous sur Facebook. Venez vivre l'expérience Fromagerie Victoria. Il y a des travaux que vous êtes mieux de confier à des experts, surtout lorsqu'il s'agit d'assurer la sécurité de votre propriété et la vôtre. On a pas mal l'habitude des projets de toiture chez nous. Spécialiste en toiture et rénovation, Groupe DBL est la référence dans l'installation professionnelle et sans tracas. Réservez dès maintenant votre place pour 2023. www.groupedbl.com. Vous rêvez d'une cuisine faite sur mesure pour vous? Oubliez les délais d'attente et les pénuries de matériaux. Grâce à sa grande capacité de production, Armoire PMM peut livrer et installer vos armoires de cuisine en 5 jours après la prise de mesure. Québecdebt.ca. Hey, l'argent, on le sait, ça rentre, ça sort. La maison, les 2 chars, la roulotte. Puis là, ben, skidoo, il était peut-être de trop. Parce que là, tes dettes t'étouffent. Attends pas de sauter un paiement puis de scraper ton crédit. Mon chum Frank de Québecdebt va t'aider à retrouver le sommeil. La solution numéro 1 avant les démarches de faillite, la consolidation des dettes. Ça passe par québecdebt.ca. Go! Québecdebt.ca, c'est là pour gérer tes dettes comme un pro. Vous gelez des pieds? C'est le temps de remiser vos vieilles bottes et de venir faire un tour chez Chaussures Filion. Jusqu'à 50% de rabais sur nos collections de chaussures et bottes. Et on ajoute 15% de rabais supplémentaires à la caisse. Oui, oui! Détail en boutique 40, route du président Kennedy à Lévis ou en ligne. chaussuresfilion.ca. Besoin de bouger? MRJ Transport te déménage 7 jours sur 7. Déménagement résidentiel, local, commercial et longue distance. Emballage et entreposage. MRJ Transport. La référence en déménagement dans le secteur Québec, Lévis, Felchasse. Le Chèque Sportif Lévis, c'est la place de choix pour des protéines, des vitamines, des suppléments, des smoothies protéinés, des plats préparés, ton épicerie santé, fitness et keto. Avec la plus belle équipe pour te servir et te conseiller, le Chèque Sportif Lévis, c'est au 170C, route du président Kennedy, à Lévis. Il y a de la nouveauté au Ballroom Country. Viens apprendre à danser les dimanches et les mardis. Ou encore, juste pour le fun, avec nos soirées dansante du mercredi. Tu préfères rester assis? Viens le jeudi et profite de nos 2 pour 1 sur nos plats principaux. Le Ballroom Country. Souvent imité, jamais égalé. 418-603-1200. Yeah, c'est connaisseur Ticazo, vous écoutez CJMD 96.9 Lévis, la radio qui focus et mise sur le hip-hop au Québec. Yeah. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone.
De retour en studio avec notre invité Louis Galador, que j'adore parler avec lui. J'ai tellement de questions encore une fois. Et je me demande aussi, Kim, moi, je vais vous dire l'intérêt que j'ai depuis ça, là, depuis que je suis jeune, parce que un peu comme lui, en fait, si j'ai compris, il y avait 12 ans, 10-12 ans, il allait voir ça, puis il y avait un intérêt à ça. Donc, je me dis, Kim, pourquoi? C'est un peu ça, moi aussi. J'ai tout le temps eu cet intérêt du côté égyptien ou tout ce qui est ancestral, vraiment dans nos origines le plus éloigné. J'ai toujours eu un intérêt avec ça. Les gens qui sont tombés là-dedans quand ils étaient jeunes ont passé à travers justement les Anunnaki parce qu'il y a beaucoup de trucs là, qui circulent là, sur Internet à ce sujet-là. Il y a beaucoup aussi de trucs farfelus qui sont sur Internet à ce sujet-là. Mais ça met un peu en place une de mes questions. Qu'est-ce qui a été retrouvé comme type de document pour ce que vous avez étudié? Principalement, c'est quoi les documents que vous avez attardé le plus? Alors, vous parlez en termes de mythologie, je présume. Ben, parce que je sais qu'il y a beaucoup de documentation qui semble être de plus de comptabilité que de poésie ou que de... C'est ça, oui. Oui, Donc, oui, c'est ça. oui, c'est exactement ça. Vous avez tout à fait raison. Il y a à peu près, je veux dire, ce qu'on appelle les belles lettres, donc que ce soit les hymnes ou tout ce qui est attrait à la mythologie, c'est vraiment infime par rapport, on va dire, à tout ce qui est documents légaux, textes administratifs, etc. D'ailleurs, moi, je passe pas mal de temps aussi à faire des traductions parfois sur des textes administratifs. Ce qui permet de comprendre un peu mieux, on va dire, cette culture. J'ai eu d'ailleurs la chance de pouvoir publier sur la Cuneiform Digital Library Initiative quelques traductions de ce genre de documents. Mais en termes de mythologie pure, les documents sont déjà disponibles sur ce site, que ce soit en photo donc, de la tablette, ou alors, c'est ce que je vous disais, en translittération. Ce qui nous permet après à nous, traducteurs, de pouvoir se baser sur ce type de documents et de faire nos traductions en français, en anglais, etc. quoi. Donc moi, je vais piocher généralement sur ce genre de site parce que je sais que c'est la source officielle, quoi. OK. En tout cas, vous êtes, comme je viens de dire à Jeff Benoît live, qui nous écoute aussi en ce moment, puis qui est triple, là, vraiment solide sur. Mais en fait, il n'est pas tout seul parce que j'ai reçu plusieurs messages pour dire waouh, vous recevez Louis Galador, c'est extraordinaire, c'est sensationnel, c'est. Mon Dieu, c'est un vrai petit bijou. Savez-vous quoi en plus? C'est que quand j'avais été sur YouTube et suite à une vidéo que j'ai vue, je vois apparaître comme par enchantement une vidéo dans laquelle vous apparaissez. Puis j'ai fait hein? Oh, attends un peu, là. Faut que j'écoute ça. Là, mon Dieu, ça y est. Ça y est, je viens de trouver le jackpot. Ben, la voix, on la reconnaît assez vite. Là. Pour les gens qui sont habitués à écouter des documentaires, il y a des extraits qui ont été repris, puis c'est Louis Galador qu'on entend. C'est ça qui est trippant. Moi, c'est pour ça que j'adore mon travail, parce que ça me permet de rencontrer des gens que ça fait longtemps que j'entends parler, mais qu'on ne sait pas c'est qui. Puis là, j'ai l'opportunité aujourd'hui de vous parler personnellement. Ben, c'est ça. Merci beaucoup. C'est tout un honneur. L'honneur est pour nous de vous entendre et de vous faire connaître aux Canadiens parce qu'en fait, l'émission est écoutée partout, là, à travers le monde, là, parce que vive Internet, en fait, parce qu'on n'est pas seulement qu'une radio locale, mais tout le monde nous écoute, puis c'est ça qui est merveilleux. Oui. Les gens vont enfin connaître qui est Louis Galador et dans quoi qu'on s'est embarqué quand on n'était pas là. Il y a c'est quand même des trucs qui sont complexes, surtout d'apprendre et de comprendre. Et c'est un peu la mise en situation qu'on a dans cette culture-là versus la nôtre. Parce surtout si c'est une culture à laquelle soit c'est par les documents n'ont pas survécu ou parce qu'ils mettaient plus une emphase sur le côté des documents légaux. Nous, on a aussi un système de société qui fonctionne avec beaucoup de documentation légale versus l'un et l'autre. Est-ce que finalement, on a eu un bel exemple de système qu'on a repris?
Disons que on se rend compte que ces sociétés-là avaient déjà mis les bases, on va dire, de ce que nous avons aujourd'hui en termes de jugement, de comptabilité, même ne serait-ce qu'en termes de religion, on retrouve beaucoup on voit bien que on vient de là finalement, quoi. On vient de cette Mésopotamie qui a posé les bases avec. Je parle de la Mésopotamie, mais il faut aussi parler aussi de l'Égypte, qui sont plus ou moins de la même époque. Donc oui, on retrouve beaucoup de points communs avec nos sociétés modernes. Si vous allez faire un tour sur ma page Facebook, vous verrez que de temps en temps, je publie aussi des documents administratifs, notamment des comptes rendus de jugement. Ça peut être aussi des remboursements de dettes, des ventes d'esclaves. Et tout ça, vous vous rendrez compte qu'à chaque fois, c'est fait, c'est enregistré. Il y a des témoins qui sont là pour confirmer. Il y a des commissaires qui sont là pour mettre le sceau, qui atteste que le document est officiel. Donc, on retrouve beaucoup de choses. Oui. Wow! La question que je vous ai posée un petit peu avant la pause, Steve lève la main pour dire « Ah ah! » On pense pareil. Je veux voir, c'est quoi l'apparence qu'avaient les Anunnaki selon les Sumériens? Eh bien, ils étaient anthropomorphes, tout simplement. Ils nous ressemblaient. Parce pourquoi? En plus grand, apparemment, donc d'après ce que j'ai pu lire, c'est-à-dire qu'on leur donne toujours des adjectifs comme grand, immense, etc. Bon, on suppose qu'ils devaient être légèrement plus hauts que nous. Un géant ou 7-8 pieds, j'imagine? Il n'y a pas, on va dire, de texte officiel qui vous donne la taille exacte de ces personnages. Mais c'est vrai que généralement, on les présente toujours comme grand Enki ou immense Enlil, etc. Si je ne me trompe pas, je ne sais pas si c'est Enki ou c'est Enlil qu'on voit dans une des tablettes représentées, puis il y a un lion sous le bras, là. Comme ça serait un petit minou, là. Ah, oui, je vois ce que vous voulez dire. Oui, on le trouve. Vous faites allusion à une représentation probablement de Gilgamesh. Ah, OK, oui, effectivement. Ouais, c'est celle qu'il y a au musée du Louvre, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Exact. Même pour Gilgamesh, il est représenté quand même assez grand, là. Et oui, parce que étant un demi-dieu, on va dire, donc oui, il était représenté. On imagine qu'il était beaucoup plus grand. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, dans une version sumérienne d'un de ces mythes, je ne me rappelle plus lequel, mais on parle de la hache qu'il portait. Et la hache en question a des dimensions assez exceptionnelles, quoi. Donc, en termes de poids et de grandeur. Donc oui, on en déduit qu'ils étaient plus hauts que nous, quoi, du moins. Plus hauts et plus forts. Parce qu'on voit des dessins, justement, corps d'hommes avec une tête d'aigle ou une tête d'animal quelconque. Oui. Pourquoi il y avait ça? Alors ça, ce sont d'autres divinités. Vous avez par exemple ce qu'on appelait les Apkallu, qui étaient des demi-dieux créés par Enki pour donner la civilisation à l'humanité. Donc ces êtres, ils étaient apparemment mi-homme, mi-poisson au départ. Hein, ils sortaient tout droit de la mer Érythrée, et ils étaient sortis donc pour apporter à l'humanité la science, les arts, les techniques. Et il faut savoir que les 6 premiers Apkallu étaient donc venus comme conseillers, on va dire, au roi antédéluvien. Et puis après, au fur et à mesure, donc après le déluge, ils ont commencé à disparaître progressivement on va dire, de l'histoire de Sumer. Et donc, oui, vous avez aussi des génies ailés qui apparaissent avec des ailes ou des têtes d'aigle, etc. Donc, si vous voulez, au fil des années, au fil des millénaires, ces entités-là ont évolué avec la culture babylonienne ou assyrienne. Parce qu'il y a quand même des représentations qui reviennent, mettons, du côté de l'Égypte, ou même du côté
de l'Inde, où il y aurait des représentations animales de certains dieux. C'est peut-être pas au niveau de la couleur de peau, parce qu'on n'a pas vraiment de dessin avec des couleurs du côté babylonien ou sumérien, mais ça donne, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, ça donne l'impression que ces mêmes dieux qu'on représente sumériens se sont un petit peu promenés un petit peu partout sur la planète. Parce qu'il y a, j'ai comme l'impression qu'il y a quelques-uns qui portent plusieurs noms dépendamment de la culture, mais on fait référence au même Dieu. Ah oui, alors là, vous croisez en fin de compte plusieurs Oui. civilisations entre elles, hein, on est d'accord. Moi, en tant que spécialiste, moi, je me base uniquement en Mésopotamie et je peux vous dire que c'est vrai qu'il y a eu des influences donc d'un peuple à un autre dans cette zone géographique, ce qui est logique parce que bon, bah, ils étaient là. Vous avez aussi dans le sud de la Turquie avec les Hittites, on retrouve donc certaines divinités comme la divinité Inanna, que l'on retrouve aussi dans la culture hittite, qui eux donc sont, on va dire, en Turquie. On a aussi des passages qui se font avec l'Égypte, notamment on a le dieu Bès égyptien que l'on retrouve dans la culture mésopotamienne. On a aussi, vous savez, le disque ailé égyptien, qui lui aussi, on retrouve un peu plus tard, notamment avec le dieu Ashur. Donc on voit bien qu'il y a des passages qui se font d'une divinité à l'autre. Maintenant, c'est un symbole qui revient même aujourd'hui de façon un peu plus transformée, mais la roue et les ailes sont encore là dans bien des symboles de certains pays. Exact. Oui, c'est vrai. Et ce qui est en plus étonnant, c'est que donc alors on peut expliquer que par exemple qu'Inanna devient Ishtar pour les Akkadiens ou donc les Babyloniens, mais vous avez aussi après, par exemple, des dieux de l'orage qu'on va retrouver comme Hadad, qui était en fin de compte Ishkur pour les Assyriens ou les Akkadiens. Et c'est étonnant de voir que finalement les mêmes figures, vous allez les retrouver dans différentes cultures plus ou moins éloignées. Ça, c'est vrai, c'est assez étonnant, quoi. Mais les gens qui ont fait les recherches pour croiser certains, à ce que j'ai pu en comprendre, c'était surtout par leur comportement qu'ils ont pu faire les associations entre certains dieux, parce qu'il y a certaines symbologies qui s'y ressemblent, mais il y a des trucs qui sont communs d'une série de dieux à une autre. Oui, généralement, moi, personnellement, je m'amuse pas trop à faire des associations comme ça parce que j'ai pas la prétention de connaître aussi bien les autres cultures, hein, que ce soit les cultures égyptiennes ou même les cultures en Iran, par exemple, qui étaient les Élamites. Mais généralement, quand on essaye de faire des associations ou qu'on essaye de reconnaître une divinité, par exemple sur un saut-cylindre ou sur une gravure et qu'il n'y a pas le nom en dessous, nos clés, on va dire, de recherche vont se baser sur ces symboles. Par exemple, l'arme qu'elle va porter ou le type de vêtements ou je sais pas, par exemple, pour Marduk, on avait une espèce de bêche qui représentait ce dieu. Pour Nabu, c'était un calame qui était, lui, le dieu des scribes. Donc, là, oui, on arrive à répertorier. Après, pour les autres civilisations, honnêtement, je ne saurais pas vous dire comment ils arrivent à faire ce genre d'association. Ça, je ne pourrais pas vous dire. J'ai Jeff Benoît qui demande de vous demander, en fait, pourquoi la langue sumérienne a-t-elle disparu? Est-ce qu'il est arrivé une catastrophe quelconque pour que tout s'arrête? Oui, la catastrophe s'est avérée, c'est ce que je vous disais, en 2000 avant Jésus-Christ. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les Sumériens étaient donc bien présents donc, entre 3005 et 2005. Après, il y a eu les Akkadiens qui sont arrivés, qui ont fait l'empire d'Akkad. L'empire d'Akkad s'est écroulé et donc il y a eu le renouveau sumérien qui a duré à peu près 100 ans et qui lui aussi a disparu donc vers 2000, moins 2000 avant Jésus-Christ, suite au coup notamment des peuplades des montagnes du Zagros qui sont descendus avec notamment les Élamites pour mettre à plat, on va dire,
la culture sumérienne. Et puis, petit à petit, ils se sont fait absorber par les langues sémitiques. Et puis, ils ont été absorbés et ils ont disparu comme ça. Je dirais pas du jour au lendemain, mais ça a dû se faire progressivement. Mais c'est vrai que la langue sumérienne est morte dans ces eaux-là, quoi. Parce que j'aimerais ça aussi savoir, là, la question va être assez bizarre, va sembler bizarre, mais est-ce que le lien entre les Anunnaki et les extraterrestres, pour vous, c'est quoi? Alors, les Anunnaki, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, le terme Anunna, ça veut dire semence princière ou progéniture princière. OK. Et ça fait référence à tous ceux qui sont liés au dieu An, qui était le dieu du ciel. Donc, je pense que l'idée, elle vient de là, quoi. Ouais, C'est-à-dire que les gens, ce que je peux comprendre dans un sens, maintenant, les Anunnaki donc viennent du ciel, c'est ce que ça sous-entend. Mais ce qui est plus intéressant encore de se dire, c'est que les cultures sumériennes imaginaient que la vie venait du ciel. Je vais vous donner un exemple. Okay. Oui, allez-y. Non, vas-y. Oui, ok. C'est-à-dire que, par exemple, eux, ils pensaient que la Terre avait été fécondée par le ciel. Donc, on voit bien que la vie descend du ciel pour eux. OK. Donc, la Terre était la divinité de la Terre a reçu la semence du ciel. Donc, vous comprenez après ce que vous voulez. Par exemple, le grain, tout ce qui était les céréales, c'était pas un aliment qui était terrestre. Oui, effectivement, il y a alors, j'ai dû vous le mettre quelque part, si vous voulez. Si vous avez 2 petites secondes, je vais vous retrouver le passage. Okay. Je pensais que ça allait vous intéresser. Oui. Il y a quelques produits comme ça qui n'ont pas d'origine sauvage. On connaît juste l'origine comestible qu'on a. C'est ça, alors voilà, c'est quand les céréales. Allez-y, je vous écoute. Ouais, voilà, je vous ai retrouvé le passage en question. Alors, c'était donc quand les céréales arrivent à Sumer, c'est le nom qu'on avait donné aujourd'hui à ce mythe. Donc, je vous livre, c'est vraiment le tout début du mythe que je vais vous lire. Donc, il est écrit « Les hommes mangeaient de l'herbe avec la bouche comme des moutons. À cette époque, ils ne connaissaient ni céréales, ni orge, ni lin. An les fit descendre de l'intérieur du ciel. » Donc, An, c'est le dieu du ciel. « Enlil leva les yeux tel un bouquetin levant ses cornes lorsqu'il grimpe une montagne. Puis il regarda vers le sud et vit la grande mer. Ensuite, il regarda vers le nord et vit la montagne au parfum de cèdre. Enlil empila l'orge et la donna à la montagne. » Donc là, on voit bien qu'il cache, si vous voulez, ce don qui vient du ciel dans sa montagne à lui. Wow. L'abondance du pays, l'orge, il la donna à la montagne. Il jeta un œil sur la montagne grande ouverte avec la barre du ciel et de la terre. Donc là, il y a une cassure. On comprend qu'il ferme la montagne. Un jour, Ninadzu, qui est une divinité, dit à son frère Ninmada, « Allons à la montagne, donc la montagne d'Enlil, la montagne où poussent l'orge et le lin, la rivière qui coule où l'eau jaillit de la terre. Faisons descendre l'orge de la montagne. » Donc ces deux divinités vont prendre, si vous voulez, les céréales qui étaient donc stockées sur la montagne du dieu Enlil, qui étaient donc les céréales qui étaient descendues du ciel, et ces deux divinités vont descendre, apporter les céréales à l'humanité. Voilà, donc ça c'était pour vous donner. C'est pour juste vous dire que voilà, ils avaient vraiment l'idée que la vie venait du ciel, quoi. Et aujourd'hui, dans les religions, on parle de séparer le grain de l'ivraie. Ça a un lien entre. On va mettre. Non, mais sérieusement, là, c'est drôle d'adon. Je ne crois pas au hasard, remarque, là, parce que je pense que tout est dû pour arriver tel quel et c'est pas pour rien que les choses arrivent, en fait. Mais on fait référence à ça quand même, séparer le grain de l'ivraie. Donc, le vrai grain, c'est la vraie personne qui a. Ça, c'est toutes des histoires qui ont plusieurs degrés ou de points de vue pour pouvoir l'interpréter. Parce que moi, avec le temps de recherche, autant écouter M. Galador, on finit par comprendre que ces gens-là étaient assez intelligents pour nous livrer de l'information, mais qui pouvait être interprétée de plusieurs façons, puis de toutes les façons étaient quand même encore vraies. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, là,
Dépendamment du niveau de conscience de la personne, on pouvait comprendre différents trucs, mais on lisait encore la même phrase. Oui, oui, il y a différents niveaux de lecture, comme dans l'Ancien Testament ou la Bible. Oui, c'est le même principe. C'est parce que je fais aussi référence, Steve, à ce que tu viens de me dire là. Et tu parlais d'un autre un personnage connu que tu disais qu'il y a des trucs, il y a des Zacharias erreurs. Sitchin. Oui, il y a des erreurs. Oui, quel... dans ses traductions, parce que Zacharias Sitchin a été un personnage qui a été plus publicisé. Mais il y a des traductions qui ont été faites, mais il y a certaines traductions qui ont été erronées. La mise en phase sur le côté extraterrestre a beaucoup été mis là-dessus. C'est pas moins vrai, mais ça n'en reste que c'est aussi de l'interprétation parce qu'il y a de la documentation à laquelle il y a plusieurs façons de l'interpréter, de le voir. Est-ce que nécessairement les Anunnaki viennent de l'extérieur de la planète? Est-ce qu'il y a une planète Nibiru qui s'en vient vers nous? Tu sais, comme via Zacharias Sitchin, on entend parler de Tiamat comme étant le nom de la Terre d'origine, avant que la fameuse collision se produise, qui a donné la Terre sur l'orbite qu'on connaît aujourd'hui. Ça, c'est selon le modèle héliocentrique. Écoutez, moi, j'avais travaillé sur le texte de l'Enuma Elish, donc dans sa traduction, mais je vais être franc avec vous, j'ai connu Sitchin quand j'avais 11-12 ans, parce que c'était les seuls livres qu'on avait à la bibliothèque du coin qui parlaient justement de ces mythes-là. Ouais. Et j'étais assez frustré, moi, à l'époque, parce que il y avait 3-4 lignes à chaque fois du mythe en question, et puis après, vous aviez à peu près, de mémoire, 5-10 pages de théorie. Et les théories, j'avais du mal à les comprendre, quoi. Et c'était assez frustrant, parce que je me disais, si le gars, il arrive à faire des théories comme ça, c'est que peut-être dans le texte complet, il y arrive. Et c'est ce qui m'a poussé aussi à faire ce genre d'études pour avoir accès donc au texte complet. Maintenant, les théories de Sitchin, je vais être franc avec vous, j'ai du mal à adhérer parce que il y a en apprendre et en laisser. Ouais, voilà, exact. Il y a à apprendre et à laisser, notamment par exemple l'histoire de Nibiru. Quand vous lisez le texte attentivement, c'est considéré comme une étoile. C'est un lieu de passage, en fin de compte, pour Marduk. C'est censé être sa référence, on va dire, par rapport aux autres constellations des autres divinités. C'est le point de repère, si vous voulez, pour les astrologues de l'époque, quoi. Fait que celle qu'on appelle aujourd'hui l'étoile polaire. C'est celle qui ne bouge pas dans notre ciel. Ouais, voilà, on va dire ça comme ça. Même si eux, généralement, ils pensaient que Marduk était lié à Jupiter. OK. Ah mon Dieu. OK. Donc, mais pour en revenir donc aux théories, tout ça, moi, j'essaie toujours d'expliquer un peu le concept au moins de mes livres à moi. C'est que j'essaye de donner, on va dire, l'intégralité du mythe. Le plus proche possible de la traduction qui avait été faite donc à l'époque, et je mets derrière après des explications, on va dire historiques et mythologiques, afin de permettre au lecteur de faire ses propres recherches derrière, donc de partir de bonnes bases. Parce que malheureusement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, on voit de tout et un peu n'importe quoi sur la mythologie, on va dire mésopotamienne, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a le personnage et le culte qui s'est créé aussi autour du personnage. C'est ça. Oui, non, mais je parlais pas spécialement de Sitchin, honnêtement. Je veux dire, c'est pas le pire. Je dis ça de façon générale. C'est-à-dire que Zacharias Sitchin, pour les gens qui s'intéressent à l'ufologie, devient quasiment un incontournable. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes à aller chercher? Oui, parce qu'il y a certaines théories, certaines spéculations à laquelle on peut baser certaines idées pour continuer à soit extrapoler mais on ne peut pas nécessairement établir des faits, mais c'est un incontournable. Quasiment tout le monde a entendu parler de Zacharias Sitchin pour ceux-là qui s'intéressent à ces sujets-là. Ouais. Moi, c'est le principe, c'est de partir si vous avez une théorie et que votre théorie, elle s'appuie sur des textes qui sont faussés, ça part mal.
Ça part mal. Donc, c'est pour ça que je préfère honnêtement travailler déjà sur les fichiers sources. Et puis c'est très dur, vous savez, de faire des théories. Des théories, c'est intéressant quand on arrive à les prouver, quoi. Je veux dire, si c'est pour faire des théories, ce que j'appelle de barre PMU, c'est pas toujours évident non plus, quoi. Donc, c'est comme en fait des théories, oui. Oui, je vous écoute, Carole. Excuse-moi. C'est comme prendre la Bible, la dire selon ce qui est écrit. Mais en fin de compte, c'est tellement parlant en parabole que les gens vont interpréter d'une façon et l'un autre d'une autre parce qu'ils ne comprennent pas de la même façon, de toute façon. Ah oui, non, ça oui. Après, l'interprétation, c'est ce que je dis. C'est pour ça que l'interprétation est assez personnelle. La théorie, après, il y a des théories qui sont honnêtement très intéressantes. C'est ce que je vous disais. Moi, je considère qu'il y a à peu près, si vous voulez, trois types d'écrivains. Vous avez l'écrivain qui est, on va dire, le traducteur pur brut de fonderie, qui lui va se contenter de traduire et de vous donner le texte comme il est. Ensuite, vous avez les écrivains qui, eux, vont croiser les données et faire, donc, on va dire, ce que vous appelez des théories, etc., ou qui vont essayer de faire avancer en compréhension. Chose, quoi. Je veux dire, voilà le problème. Donc, dans cette catégorie-là, il y a des gens très sérieux. Et puis, de l'autre côté, vous avez des gens qui sont un peu moins sérieux, qui vont essayer de vendre un peu leur business, quoi. Et puis après, il y a la dernière catégorie, ce que j'appelle les escrocs, qui, eux, vont carrément prendre des textes, les changer à leur sauce et puis vous inventer n'importe quoi. C'est ça. Aller chercher les bouts qui disent comme eux. Il faut toujours faire attention à ces sources, quoi. C'est la première chose que je dis aux lecteurs, c'est faites attention où vous allez. Tout à fait. Et là, justement, pendant qu'on dit il faut faire attention où vous allez, on va aller à la pause pour une dernière fois. L'émission s'achève. Ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble, mais je trouve qu'on dirait que ça ne fait même pas 20 minutes. C'est tellement intéressant. Oui, bien surtout qu'il y aurait plein de trucs qu'on pourrait parler, mais on élaborerait plus en profondeur sur certains sujets. Mais si l'exercice vous a intéressé aujourd'hui, je pense qu'on pourrait vous inviter ultérieurement une autre fois, puis peut-être aller sur des sujets un petit peu plus profonds. Ah oui, ce serait intéressant. Si vous me communiquez les sujets en avance, on pourrait faire une étude un peu plus approfondie et puis après partager avec vos auditeurs. Ouais. Oh, oui, ça serait merveilleux, ça. Ça serait vraiment merveilleux. Mais justement, ben là, en plus, on va mettre, avec le podcast, va avoir lieu après, en fin de journée ici, parce que je vais le partager. Mais je vais mettre le lien de votre page Facebook et votre page YouTube qui va suivre le podcast pour les gens qui puissent encore mieux vous connaître. Ou vous reconnaître. Oui, c'est ça. Donc, on va aller à une dernière pause et on revient avec le dernier segment de l'émission. Et merci d'être là encore une fois. Donc, restez là, on vous revient tout de suite après. Des opinions, The Real Talk, du gros fun. 1 million en inventaire. 1000 sortes de bières. 365 jours, 7 jours semaine. 3 succursales. 2 chambres froides incroyables. Juste un nom. Accommodation Chaloux. Avec vous depuis 3 générations. Grande nouveauté dans vos rôtisseries Saint-Hubert avec l'arrivée du tout nouveau bol Saint-Tube. Garni de poulet rôti caramélisé et de légumes croquants, le nouveau bol Saint-Tube vous est offert en 3 versions. Apéro? Oui. Apéro sexy? Oh que oui! L'Extase, c'est la place pour décompresser. De 19h à 20h, entrée gratuite, bière abordable, filles séduisantes et ambiance enivrante. Laisse-toi tenter. Le bar L'Extase. Du mercredi au samedi pour la place la plus haute en ville. 333 avenue Taniata. Hey, ça va, moi, Alain? Pas pire, mais l'hiver, réparation de toiture, morceaux par-ci au vent, coulage, déneigement de toit, vraiment pas évident. Ben, mon homme, laisse faire les pros. Toiture Le Cours, service ultra rapide, moins de 24 heures. Et Toiture Le Cours? Hey, c'est bon, ça! Faut contacter directement Kevin, 88 655 6718. Pour une savoureuse poutine débordante de fromage, c'est toujours la Fromagerie Victoria. Fromagerie Victoria, c'est aussi de délicieux desserts glacés. Venez déguster nos saveurs de crème glacée différentes à chaque semaine. De plus, nos copieux déjeuners sont toujours aussi en demande. La Fromagerie Victoria, c'est la sortie idéale en famille. Maintenant, 5 succursales pour vous servir: Bouvier, Lévis, Saint-Nicolas, Beauport et Galerie de la Capitale. Suivez-nous sur Facebook. Venez vivre l'expérience Fromagerie Victoria. Invite ta gang au cluster pour le Super Bowl. Dès 16h, le cluster t'attend avec tout un tailgate bien gras, croustillant, puis après, la meilleure vue sur la game, puis du gros lever de coude aussi.
Des prix à la grosse, on peut pas le dire. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est le meilleur spot. Super Bowl 2023, on fait ça local au Cluster. Prix de présence, bière, drink, bouffe, écran géant, dimanche dès 16h au Cluster, 93-20, Guillaume Couture à Lévis. Qu'est-ce que tu fais, man? Tu joues pas au bingo? Tu penses que c'est parce que c'est plate? Ou quoi? On va pas te laisser entendre le boulier? Tu peux gagner 3000 pièces, t'as des meilleures chances qu'avec l'Auto-Québec. Chico, il est fou, le calibre! Ah ouais? 40 points de vente dans la région, tu t'achètes une carte à 11,75, ou 2, ou 4 idéalement, ou 18. Qu'est-ce que tu fais le dimanche à 15h déjà? Tu fais rien. Ben là, tu t'assis, devant la radio, tu te prends une petite bière, t'écoutes Chico, te divertir, puis donner la chance de gagner jusqu'à 3000 piastres! Détails et points de vente au 969fm.ca, section bingo. CJMD. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. De retour en studio avec notre invité Louis Galador, que j'adore en fait. On adore discuter avec toi parce que c'est fort intéressant. Et là, j'ai une question qui n'a pas rapport, mais que j'ai vu passer ça quelque part. Dans les écrits, il est question d'une pierre qu'on nomme la lazuli. C'est quoi le lien? Quel est le lien avec les pierres, même à cette époque-là? Parce que c'était une pierre royale quasiment, là. Oui, c'est ça, le lapis lazuli. Oui, c'était des. Ce qu'il faut savoir, c'est que Sumer était assez pauvre en or, en lapis lazuli, etc. Et donc, généralement, ils importaient toutes ces matières premières de l'extérieur et ils s'en servaient pour construire leur palais ou les temples des dieux. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'il y a un hymne qui s'appelle Enki et l'ordre du monde, où le dieu Enlil demande à Enki justement d'organiser le monde autour de Sumer. Et la préoccupation d'Enki, c'est justement de faire parvenir de différents pays, on va dire le bois de cèdre, le lapis lazuli, l'or, etc., dans la ville de Sumer, quoi, enfin dans la région de Sumer. Donc c'était quelque chose qui leur tenait à cœur. OK, parce que c'est pas parce que cette pierre-là avait une puissance en particulière en rapport avec... C'est en relation aussi avec le côté peinture. Obtenir du bleu, c'est à peu près impossible. C'est une couleur qui ne peut pas se reproduire. Donc, d'avoir des pierres bleues, c'est comme les gens qui ont les yeux bleus. Oui, puis il faut imaginer l'effet que ça faisait d'avoir un immense mur. Si vous avez une maquette, je crois, de la porte d'Ishtar de Babylone qui représentait justement avec ces plaques, cette couleur bleue, ça devait faire un effet assez impressionnant vu de l'extérieur quand vous rentrez dans la ville. Il y avait vraiment un côté assez magique. Ishtar, ça sonne tellement Ashtar. Moi, quand j'ai entendu ça, ce premier nom-là, première fois que j'ai entendu, vous savez c'est qui Ashtar, je présume? Si on regarde de côté extraterrestre ou d'être galactique, il est question d'un être qui s'appellerait Ashtar ou d'un groupe d'extraterrestres qui est sous le nom de Ashtar Command ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Moi non, personnellement, non. Je ne connais pas ce groupe. Ça fait juste drôle de voir des liens avec toutes les anciennes écrits et des choses qu'on retrouve aujourd'hui qui peut-être avoir un lien avec justement extraterrestres ou or. On parle même aussi de la matrice dans vos affaires aussi, selon... j'ai pas rêvé quand j'ai vu ça quelque part. La matrice. La matrice, oui, c'était les déesses mères. Oui, les déesses mères qui sont utilisées notamment pour la création de l'homme. Donc oui, on retrouve ces divinités-là qui sont utilisées par Enki pour former l'unité. Donc,
Oui, c'est intéressant. D'ailleurs, il me semble, je dois avoir un petit extrait quelque part si je le retrouve. Je vous entends rouler la Où on souris. parle Je pensais que c'était de. Steve. C'est ça, moi, je viens de publier Oui, via la oui, page c'est ma Facebook. souris qui cherche. Pardon? Comment vous avez Oui, dit? c'est sa souris qu'on entendait. OK, je pensais que c'était toi. Non, c'est ça, je pensais que c'était la mienne. Non, ben, parce que moi, j'en ai profité pour aller publier un lien via Wikipédia pour que les gens puissent voir de quoi qu'on parle quand on parle de la porte d'Ishtar, qui est toute bleue. Donc, c'est assez Oui, c'est ça. impressionnant comme endroit, là. Je viens de fermer ma Alors, page. je vous ai retrouvé le fameux passage donc de l'hymne à Laou qui parle de ça. Vous allez voir. Donc, c'est les lignes 18 à 31. Vous avez ici, dans Là où pousse la chair, il mit cette houe au travail. Donc, on parle d'Enlil. Il l'utilisa pour placer le premier modèle de l'humanité dans le moule à briques. Dans son pays, le sol commença à s'ouvrir devant Enlil. Il regarda avec ferveur son peuple à tête noire, donc les Sumériens. Maintenant, les dieux Hanouna s'avancèrent vers lui et lui obéirent. Ils supplièrent Enlil avec une prière, car ils voulaient lui demander les têtes noires. Ninmena, la dame qui avait donné naissance au souverain, donc la fameuse matrice, celle qui avait donné naissance au roi, déclencha alors la production humaine. C'est assez parlant, je trouve. Assez, oui. C'était un peu pour ça que je posais la question par rapport à la théorie de Darwin. Si on a des écrits que j'ai bien de la misère à remettre ça en question comme ne faisant pas partie de l'histoire de l'humanité. En me penchant là-dessus, ben, je vois pas le lien avec ce qu'on nous pousse, à moins que du côté des textes, on pourrait mentionner à quelque part qu'ils sont partis d'un singe pour sortir l'humanité. Je pourrais peut-être donner un peu plus de crédibilité à celle de Darwin. Mais même dans les textes sumériens, on ne parle pas de cette façon-là. Non, comme vous avez vu, c'est soit de la manipulation de glaise ou de terre et qu'on mélange avec ou du sang d'une divinité, mais non, il n'y a pas de descendance dans leur culture du fait qu'on descend du singe. Ça, non. Bon, après, c'était leur religion, hein, c'est ce qu'il faut se dire aussi. Hein, je veux dire, ils sont plus proches de la version, on va dire, d'Adam et Ève que de l'évolution de Darwin, ça c'est clair. Effectivement, parce que même dans la compréhension de ces textes-là plus bibliques, ben, ça donne l'impression que finalement, il n'y avait pas juste un seul Adam, il y avait une armée d'Adam puis une armée de Ève dans le jardin d'Éden. Donc, qui ressemble pas mal à ce qui est parlé du côté des Sumériens. Des fois, je donne l'impression que l'histoire qu'on a dans la Bible est plutôt basée sur ce qui s'est passé à Sumer. Bien, ça ressemble à ça pour bien des affaires, je trouve. Oui, ben oui. Je fais le lien. D'ailleurs, oui. Oui, c'est vrai ce que vous dites. D'ailleurs, pour reparler d'Adam et Ève, je vous invite à regarder les cours du professeur Thomas Romer du Collège de France, d'ailleurs, qui s'était penché sur le fait que, comme vous disiez, qu'il y avait eu plusieurs essais. Parce que dans la Bible, si vous regardez bien, au tout début de la Genèse, vous avez une première humanité qui est construite, et puis après, on vous dit, Adam et Ève, ils ont été faits dans le jardin d'Éden. Donc, on voit bien qu'il y a une confrontation, une contradiction, et donc le professeur Thomas Romer essaye d'expliquer le pourquoi du comment, et c'est passionnant, quoi. C'est passionnant. Ben oui, parce que là, qu'on ne sait plus qui écouter, comment écouter, comme il faut vraiment faire nos propres recherches, comme on dit dans la plupart des... Ça s'applique là aussi, mais c'est pas tout le monde qui a la possibilité de suivre des cours comme vous avez fait. C'est long, là. C'est beaucoup d'études pour essayer de comprendre. Ben, ce qui est à la base, puis M. Galador, vous nous l'avez confirmé avec votre parcours de jeunesse, c'est quelque chose qui est en nous, c'est quelque chose qui nous passionne, qui vient déjà nous chercher. Là, pour aller aussi loin, aussi profondément, là, c'est parce que ça vient nous chercher beaucoup plus que juste la curiosité. Là. Oui, ça travaille, c'est clair. Ça nous travaille. Donc, oui, non, c'est vrai que ça vient de loin, quoi. C'est une curiosité qu'il faut assouvir et c'est de la recherche. Et puis finalement, plus vous recherchez, plus vous avez des questions et plus vous voulez rechercher encore.
Donc, j'ai Brian qui demande, donc, sur les tablettes, c'est notre système solaire qu'on voit, là, notre système à nous? Selon l'interprétation de Zacharias Sitchin, oui. Mais selon ce qu'on voit sur la tablette, par contre? Ça ne veut pas dire que c'est ça nécessairement. Ça, c'est quand même une question qu'on peut vous poser, M. Galador. Dans les tablettes sumériennes, on voit une représentation, selon ce que Zacharias Sitchin était la représentation du système solaire. Mais qu'est-ce que c'est réellement? Je ne sais pas si vous savez de quelle tablette je parle. Peut-être vaguement. C'est peut-être plutôt beaucoup plus tardif. Ça ne doit pas être sumérien. Je ne pense pas que ce soit sumérien. Je pense plutôt que c'est peut-être babylonien ou quelque chose comme ça. Non, c'est pas un soleil représenté avec des points. Potentiellement, parce que du côté Zacharias Sitchin, il mentionnait que comme si les Anunnaki avaient décrit leur arrivée dans notre système solaire en décrivant les planètes, en commençant par Pluton, la dernière planète, jusqu'à s'en venir jusqu'au Soleil. Ça, c'est l'interprétation qui a été faite. Mais est-ce que c'est réel versus cette tablette-là qui est une représentation graphique, mais qu'on n'a pas vraiment d'explication sur que représente vraiment ce dessin-là? Il aurait fallu que je vois je dis, j'avais lu, il me semble que c'est la 12e planète de Sitchin, j'avais 11-12 ans, je crois. Je me rappelle vaguement de certains passages, mais c'est que c'est un seau, je présume. Ça doit être un seau cylindre de ce que vous parlez. Oui, on voit normalement, je ne me rappelle pas si c'est Enki ou Enlil, juste à sa droite, on voit un amas d'étoiles avec pas un encerclement, mais c'est comme si ça serait une étoile qui regroupe d'autres étoiles à l'intérieur. Donc, l'interprétation qui était faite, c'était comme si c'était le système solaire où l'autre était arrivé. Donc, l'hypothèse était que c'était une civilisation qui venait en dehors de notre système solaire. D'accord, en partant donc d'un seau cylindre, en Oui, sachant qu'il n'y aurait pas d'écriture, en dessous, quoi. Donc c'est bien de l'interprétation. Je peux faire une recherche si vous voulez, ou alors vous m'envoyez la photo juste pour moi, et puis dans une prochaine émission, on pourrait en rediscuter si vous voulez. Ouais. Oui. Oh, ça serait une super de bonne idée. On va pouvoir partir directement de certaines tablettes puis aller voir les représentations. Puis qu'est-ce que vous avez fait comme traduction à ces sujets-là, s'il y en a à ce moment-là? Moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres aussi, qui est parce que je vais aller chercher l'insecteur. Il y a un symbole. Il y a un symbole qui me brûle les lèvres, justement. C'est celui où je veux savoir, c'est quoi ça veut dire, l'espèce de rond avec un œil dans un sens et l'œil dans l'autre sens, en croisé, avec l'intérieur un rond et qu'on voit des vagues. Je ne sais pas si vous savez de quel signe que je parle. Comme ça, non, ça me fait penser à la... Attends, si vous avez la photo, à la rigueur, si je peux la voir. Ah, ben tiens, non, juste le crayon. Je vais essayer de faire un petit dessin vite fait. C'est du live. Oui, c'est du live. C'est du live, on est en plein direct. Ben, oui, carrément. On est en direct, même s'il y aurait rediffusion après, mais là, pour l'instant, ce signe-là, et mon Dieu, c'est vraiment dessiné rapide, là, que je vous le montre sur la caméra. OK, oui, c'est... Alors, vu comme ça de loin, ça me fait penser à l'étoile d'Ishtar. Vu de loin, j'ai l'impression. On voit le symbole de l'eau. On voit le symbole de l'eau dans les quatre coins. C'est comme un œil avec un autre œil, mais au centre, c'est un rond comme la pupille ou en même temps une planète ou une étoile, je ne sais pas. Mais ça, ce signe-là, c'est parce que je l'ai vu. Je l'ai vu en rêve avant même que je m'intéresse au sujet. Je ne sais pas si Steve l'a mis, il y a des photos. Oui, bien, je viens de retrouver la fameuse tablette que je parlais. Donc, il y a les trois personnages. Si vous regardez à votre droite sur le partage d'écran que je suis en train de vous faire, vous avez justement la représentation vers votre droite. C'est marqué « Looking for Alien DNA ». Puis, vous avez une représentation, une des tablettes. Donc, entre les deux personnages, vous avez une série d'étoiles.
avec un autre cercle au centre qui est entouré par comme une forme d'étoile aussi. C'est cette interprétation-là qui a été faite comme étant notre système solaire. Est-ce que c'est bien le cas ou pas selon ce que vous avez... Je vois le signe. D'un point de vue alors, de représentation, on va dire, de texte qui parle de planètes comme ça qui tournent aussi précises, j'ai pas souvenir d'avoir vu quelque chose de semblable. Après, c'est ce que je dis, je peux faire une recherche. Si je retrouve le numéro qui correspond, on va dire, à ce sous-cylindre, qui, vu comme il est, ça m'a l'air de... Oui, c'est ça. Il y a juste une partie qu'on voit dans l'image. Je vais essayer de changer de partage puis aller chercher l'onglet où j'ai vraiment juste le... Tu vois, j'ai vu le dessin que je viens de parler. Il était sur la série d'images que tu as montré. OK. Dans un carré plus brun. La tablette était plus brune. On voit quelqu'un assis et ce rond-là, au-dessus, en avant de lui. OK. Là, j'ai juste remis en plus grand celle que je parlais tout à l'heure. Toi, tu me parles, Carole, c'est une qui est brune? Oui, le fond d'écran dans ta page que tu as trouvé. Je voyais un petit coin, tablette brune, là, je ne vois pas. Ah, OK, oui, c'est beau. On voit mon logo dedans, le logo que j'ai vu, parce que ce logo-là, je l'ai vu en rêve. Il me parle, mais énormément. On me parlait d'Anunnaki dans ce genre de rêve-là, si on peut dire. Là. Puis ça m'a comme... ça m'a marqué, parce que je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Je ne sais pas si tu l'as. Yes, je vais rajouter ça. Oui, c'est ça. On voit le logo, là, comme suspendu au-dessus de je ne sais pas quoi. Ah, OK. Exactement. OK. Oui, ça, c'est le logo du. OK, c'est Shamash, le dieu du soleil. C'est le symbole. Le dieu du soleil. OK. Oui. Wow. Dieu de la justice aussi. Wow. Hey, ça, c'est un gros wow. Là. Ça, c'est normalement, si je ne dis pas de bêtises, ça doit être sur un kuduru de mémoire. C'est ces grosses pierres qui étaient mises comme borne frontière ou qui étaient censées raconter un événement important et ils enregistraient donc l'événement sur cette pierre. Oui, exactement. Dans le fond, là, l'image, je suis allé la prendre, c'est une image qui vient du site Internet du British Museum. Oui, c'est ça. Donc, de Sun God Tablet. Il faut parler de ça la prochaine fois qu'on se parle. Ça, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle c'est la représentation d'un disque solaire. Donc, là, ce que vous êtes en train de me faire voir de mémoire, on est plutôt vers le 2e millénaire avant notre ère. Okay. Et ça représente donc bien le symbole du dieu Shamash. Et oui, c'est celui-là donc qu'il y a bien sur le kuduru. Ouais, parce que même dans la tablette qu'on est en train de regarder, on voit la taille du dieu et les 3 autres personnages qui sont supposés d'être aussi des dieux. Il y a déjà une bonne différence de taille là, dans la représentation qui est faite. Tout à fait. Ouais. C'est légèrement géant, je dirais. Là. C'est limite, oui. Ça, c'est géant. C'est parce que dans le rêve que j'ai fait, j'ai vu ce truc-là sous forme de médaillon et on m'a dit qu'il fallait protéger notre planète. C'est ce que ça me disait. Tabarouette, t'as peu là. Moi, il y a des affaires qui me marquent, là, c'est fou, là, mais ça me parlait en même temps. Et je n'avais jamais remarqué ce symbole-là nulle part avant. Oui, plus ou moins, mais tu sais, indirectement. Là, tu le vois, mais tu n'en fais pas de cas. Mais quand ça t'arrive en rêve, là, puis qu'on te dit quelque chose... non, il m'arrive tellement de choses bizarres des fois que j'essaie de faire 1 + 1. Puis en discutant avec des gens comme là, ça donne bien, là, parce qu'on parle vraiment avec quelqu'un qui connaît ça. Ça c'est rassurant un peu. Je ne sais pas si c'est rassurant ou épeurant, là, parce que c'est des confirmations une en arrière de l'autre, un petit peu stressant. Mais ce qui est drôle, c'est que vous avez vu, quand vous me parliez de petites vagues, moi, tout de suite, j'ai pensé à l'eau. Oui, ben c'est ça. En fin de compte, ça n'a rien à voir avec l'eau, c'est censé représenter les rayons du soleil, quoi. Ouais, puis c'est fou, hein, comme on parlait de tout à l'heure, l'interprétation qu'on peut avoir en écoutant, par exemple, un discours sans voir l'image. Parce que ça peut représenter énergie, donc les énergies solaires, et en même temps la vague, l'eau, parce que
dans le langage sumérien, ça faisait signe à de l'eau. C'est intéressant de voir les différences qu'on peut avoir justement d'interprétation pour la même image, quoi. Oui, par contre, moi, je n'ai pas de connaissances. Vous, oui. C'est la grosse différence. Ça nous aide à nous réaiguiller un petit peu plus. Oui, tout à fait. Hey, Colin, là, on est obligé de mettre fin à l'émission parce qu'on a l'émission de la Zone Insolite qui va commencer dans quelques instants. Et ça va être avec le groupe de MUFON Québec et MUFON France, Éric Tessier. Et en fait, on va avoir Sainte. Janie Chariot, mais non, c'est, je voulais dire, Kevin Luango qui va être ici en studio pour parler d'un cas étrange. Donc, mais restez là pour l'émission. Mais d'ici là, merci beaucoup, Louis Galador. J'ai adoré notre rencontre. J'ai adoré qu'on puisse discuter, échanger sur des sujets aussi impressionnants. Ça, c'est vraiment, vraiment, là, vous êtes d'une rareté, un vrai petit bijou. Je suis très contente que vous soyez tombé dans ma liste de priorités comme ça, par enchantement. Je vous remercie pour l'invitation. Moi, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à être avec vous. Et puis, c'est ce que je vous disais. Si vous avez des questions ou que vous voulez traiter un thème dans un futur, il n'y a pas de problème. Ça c'est une évidence. OK. Ça va être plus que parfait. Colin, merci beaucoup d'avoir été là. Puis, à tous et aux auditeurs, si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires sous le post de l'émission d'aujourd'hui. Et Louis, si tu as quelques minutes à un moment donné, si tu es capable d'aller répondre aux commentaires des gens qui ont posé des questions, ça serait très apprécié parce que je pense que les gens ont bien apprécié l'émission. Effectivement. J'ai beaucoup de questions, mais je n'ai pas le temps de toutes les lire. Puis je sais qu'il en rentre encore, comme tu peux entendre, le bing-bing, c'est parce que j'ai des questions qui rentrent. Là. Mais je ne peux pas répondre à tout le monde. Donc, merci d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne semaine à vous tous et toutes. Merci à tous les auditeurs. Restez là pour l'émission de la Zone Insolite dans quelques instants. Et merci, Louis, encore une fois. Je souhaite une bonne semaine et on se reparle. Merci. Beaucoup. Bye. Au revoir. Au revoir. CJMD, téléchargez notre appli. Vous aimeriez mieux accompagner les gens de votre équipe afin qu'ils augmentent leur contribution au sein de votre organisation? Le Cégep de Lévis offre une formation de 8 jours incluant 8 heures de coaching qui vous outillera pour le faire. M3I Supervision débute le 14 mars et s'adresse aux gestionnaires, aux chefs d'équipe et aux superviseurs. Pour en savoir plus, consultez la section Formation en ressources humaines du cégeplevy.ca/formation-continue. Tu aimes le plein air, le ski, le snow, le ski de fond, le hors-piste et les glissades? Le mont Hadstock, situé à 10 minutes de Thetford et à 1 heure de Québec, offre une panoplie de sports d'hiver. L'ambiance, les conditions de glisse, la quantité impressionnante de neige et les après-ski festifs sont les points forts de la montagne. Nous vous invitons à aller découvrir cette merveilleuse montagne qui fête ses 70 ans cette année. Pour plus d'informations, monthadstock.ca. Pour une savoureuse poutine débordante de fromage, c'est toujours la fromagerie